ma femme s'est peu à peu éloignée de moi. Lorsque je suis tombé malade, j'ai commencé à avoir des doutes, et après avoir mené ma propre enquête, j'ai découvert qu'elle me trompait, et d'une façon particulièrement cruelle. Alors, pendant 2 longues années, j'ai méthodiquement détruit sa vie, jusqu'à ce matin de Noël, où j'ai tout balancé, et où je l'ai réduite à néant. Quand elle m'a juré avoir changé, je l'ai cru sur parole, jusqu'au jour où elle s'en est violemment prise à une personne totalement innocente. C'était mon amour de jeunesse, rencontré à la fac. On a commencé à sortir ensemble en 2001, on avait tous les deux 19 ans. Aujourd'hui, on en a 41 et on n'a jamais cessé d'être ensemble. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. Je l'ai surprise en train de coller un chewing-gum sur la chaise de quelqu'un, juste avant qu'il ne s'asseye, et je lui ai demandé ce qu'elle fabriquait. Elle a levé les yeux vers moi, tellement gênée que son visage est devenu écarlate. Je suis resté sans voix. C'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Elle a bafouillé quelques mots, puis, prise de remords, elle a empêché le gars de s'asseoir et s'est excusée auprès de lui. Je lui ai proposé un rendez-vous et tout s'est passé à merveille, à tel point qu'au 2e rendez-vous, elle est venue chez moi. Ce jour-là, j'ai tout de suite remarqué qu'un billet de 100 $ avait disparu de l'étagère, ainsi que 2 de mes verres préférés dans la cuisine. Mais je ne suis pas du genre à m'affoler pour si peu. Je l'ai appelée immédiatement pour lui demander où étaient repassées mes affaires, et elle s'est effondrée en larmes. J'ai raccroché et foncé chez elle. En ouvrant la porte, elle m'a laissé entrer puis s'est remise à pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle s'est traitée de monstre. J'ai essayé de la calmer, mais elle m'a coupé la parole et m'a assuré que c'était la vérité. Elle s'est alors confiée sur son passé, m'expliquant qu'au lycée, elle s'en prenait aux autres, et qu'il y avait notamment un garçon autiste qu'elle harcelait. À la fac, elle avait voulu tourner la page. Mais comme elle me l'a dit elle-même, les vieilles habitudes sont tenaces, et elle avait du mal à changer vraiment. Mon cœur s'est serré, j'avais connu tout ça, sauf que moi, j'étais toujours du côté des victimes. Étrangement, entendre celle dont j'étais en train de tomber amoureux me révéler, en tremblant, combien elle regrettait toutes ses méchancetés, ça m'a presque apaisé. J'en ai même souri. Je l'ai prise dans mes bras, et ce fut un vrai moment de complicité. Depuis ce jour, je lui ai pardonné des choses qu'aucun autre homme n'aurait acceptées, tout simplement parce qu'elle m'avait promis de changer. Ce n'est qu'après la naissance de nos filles, qui ont aujourd'hui 12 et 16 ans, que j'ai compris la vérité. Un après-midi, on était assis sur le canapé du salon, dans notre maison de banlieue bien ordinaire, pendant que les filles étaient à l'école. Ce jour-là, elle a reçu un message de son ancienne meilleure amie du lycée. D'un coup, elle est devenue livide et s'est mise à pleurer comme jamais je ne l'avais vue. Mais en lisant les échanges, j'ai eu du mal à la consoler. En fait, la femme autiste qu'elle avait harcelée s'était suicidée. Je suis resté pétrifié, incapable de lui dire que ce n'était pas sa faute, que tant d'années s'étaient écoulées et que tout avait pu arriver. Je n'ai rien dit, parce que sa meilleure amie venait d'apprendre que le nom de ma femme figurait noir sur blanc dans la lettre laissée par la victime. Ce n'était même pas une lettre, en réalité, mais un véritable récit de près de 1000 mots, énumérant chaque humiliation que ma femme lui avait infligée. Elle lui collait du chewing-gum dans les cheveux, découpait ses vêtements, abîmait ses affaires et allait jusqu'à payer d'autres élèves pour lui pourrir la vie. À la fin, il y avait un paragraphe d'excuses adressé à sa famille, suivi de la liste interminable de tous les traitements subis, des milliers d'euros dépensés en thérapie, en consultation et même, à un moment, en cure de désintoxication. Le pire, je n'en avais jamais rien su. Ma femme m'avait toujours laissé croire que, par harcèlement, elle entendait juste ignorer cette fille et refuser de devenir son amie. Jamais elle n'avait admis avoir été un véritable bourreau. Je ne savais plus quoi penser. Et même si j'avais voulu la prendre dans mes bras, c'était impossible. Je venais justement de me blesser sérieusement au bas du dos. Elle a tenté de déplacer mon bras pour que je la serre, mais je n'ai pu qu'afficher une grimace, principalement à cause de la douleur. J'aurais sans doute dû me méfier du fait qu'elle refusait de me montrer une partie de la lettre, mais à l'époque, je croyais naïvement que chacun avait droit à son petit jardin secret. Avec la douleur qui empirait et cette révélation bouleversante sur ma femme, la vie est devenue franchement sombre. Et le pire, c'est qu'à mesure que ma blessure s'aggravait, je dépendais de plus en plus d'elle pour tout. Conduire, lasser mes chaussures, la moindre tâche du quotidien. Pourtant, tout ce que je voulais, c'était mettre de la distance entre nous. Et j'y suis arrivé, mais pas de la façon dont j'aurais aimé. Tu pourrais au moins essayer de ranger un peu après toi, lançait-elle en ramassant mes boîtes de médicaments sur la table de nuit. Désolée, répondais-je, détestant ce sentiment d'impuissance. Le médecin m'a dit de ne pas me pencher. Elle poussait un soupir théâtral. Et puis, du jour au lendemain, Lisa a commencé à sortir de plus en plus souvent avec ses collègues après le boulot. Entre novembre 2019 et février 2020, c'est devenu une habitude. Je n'y ai vu aucun mal. En 20 ans, jamais je n'avais eu de raison de douter de sa fidélité. On avait chacun nos amis et aussi des amis en commun. Je voyais régulièrement mes potes. Tout se passait bien, tout semblait normal. Enfin, c'est ce que je croyais. Il n'aura fallu qu'une nuit blanche pour que notre mariage parte à volo. Après des semaines à me demander qui était vraiment ma femme, hantée par cette lettre, la curiosité l'a emporté.
Pendant qu'elle dormait, j'ai fini par lire toute la lettre, et la fameuse partie qu'elle refusait de me montrer n'était même pas si terrible. Je ne comprenais pas pourquoi elle l'avait occultée. Pour situer, la fille disait principalement qu'elle avait plus de succès avec les garçons que ma femme à l'époque, et que celui qu'elle avait épousé, moi, c'était carrément la honte. Je n'ai même pas été vexé, juste surpris. Apparemment, ça a blessé bien plus ma femme que moi, car ce simple passage a suffi à tout faire basculer. Vers janvier, j'ai commencé à remarquer que Lisa se détachait. Tous les petits gestes tendres, les câlins, les baisers, tout a disparu. Son téléphone ne la quittait plus, rien de nouveau jusque-là, sauf qu'avant, elle partageait tout ce qu'elle trouvait sur Internet. Astuces déco, vidéos marrantes, tout y passait. Mais là, c'était devenu son bien le plus précieux. Elle le gardait jalousement contre elle. Même sa façon de me parler avait changé, plus sèche, comme si ma présence l'importunait. Un soir, je suis entré dans la cuisine alors qu'elle tapait un message. J'ai demandé « Tu écris à qui ?» Elle a sursauté, pressant son portable contre sa poitrine. « Tu m'as fait peur. Personne, c'est juste le boulot. » À cette heure-là, ai-je glissé en me servant un verre d'eau. Oui, tu sais bien, avec le lancement du nouveau produit, elle a verrouillé son écran en vitesse, puis a changé de sujet. « T'as pris tes médicaments ?» Tous ces petits trucs ont commencé à me sauter aux yeux. Dès que son portable vibrait, elle le retournait sur la table. Elle s'est mise à faire ses appels toujours dans une autre pièce. Une fois, je suis tombé sur elle juste au moment où elle raccrochait, et elle semblait perturbée. « C'était qui ?» ai-je demandé, comme si de rien n'était. Le bureau, encore, la réunion budget a été avancée, et la voilà repartie, filant direct à la salle de bain. Mais il n'y avait pas que le téléphone. Elle soignait plus son look, portait de nouveaux habits, changeait de coiffure, un maquillage plus poussé pour aller bosser. Un matin, j'ai remarqué qu'elle sentait un parfum que je ne connaissais pas. Tiens, c'est nouveau, non? Elle a haussé les épaules. C'est juste un échantillon que j'ai eu au magasin. J'avais envie de changer. En mars, le Covid a tout bouleversé. La ville a été mise sous cloche. On continuait à bosser parce que nos jobs étaient considérés comme essentiels, et moi, je venais tout juste d'être autorisée à reprendre après 4 mois de rééducation. J'avais hâte. Rester à la maison me rendait fou. Je suis du genre à ne jamais tenir en place. Foot 3 fois par semaine, salle de sport, bricolage à la maison. Reprendre le boulot, c'était un soulagement malgré mon dos pas totalement remis. On bossait avec les masques, les distances, le gel partout, mais franchement, c'était toujours mieux que de rester enfermé avec ma femme devenue quasiment étrangère. Au bout d'une semaine, Lisa m'annonce qu'elle va devoir faire des heures sup. Je ne pose pas de questions, son secteur l'exige. Je pensais que ce serait de temps en temps, mais non, c'était tous les soirs, et pas qu'une petite heure. Elle rentrait tard, filait sous la douche, à peine un mot pour moi ou pour notre fille de 12 ans, la grande, 16 ans, vit chez son copain à l'autre bout de la ville, puis au lit. Presque 2 semaines comme ça, et un soir, je finis par poser la question. La pandémie nous a mis sous l'eau, qu'elle me dit en retirant sa tenue de travail. C'est la course pour le matériel médical, on passe nos journées en visio avec les hôpitaux. Sur le papier, ça collait, sa boîte distribue du matos médical. Mais un truc ne tournait pas rond. Un soir, notre plus jeune, Emma, demande « Maman, pourquoi tu dois toujours prendre ta douche dès que tu rentres? On ne pourrait pas jouer au Uno d'abord ?» Lisa a eu l'air gênée. « C'est pour éviter de ramener le virus à la maison, ma puce. Je te promets qu'on joue demain. » Mais demain n'arrivait jamais. Elle expédiait les discussions avec les filles, un câlin rapide, 2-3 questions sur l'école, qui se faisaient en distanciel, puis elle disparaissait dans la chambre, scotchée à son téléphone. Quand mon dos s'est remis, on a essayé de retrouver un peu d'intimité, mais elle était ailleurs. Ça sautait aux yeux. Début avril, tout devenait limpide. Tous les signes d'une relation cachée étaient là. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Notre premier rapport après ma convalescence était maladroit, mécanique, comme si elle faisait ça par obligation, l'esprit ailleurs. Quand j'ai voulu vraiment l'embrasser, elle a tourné la tête, et quand j'ai proposé qu'on change, comme avant, elle s'est dit trop fatiguée. Après, elle s'est retournée direct et a attrapé son portable. « Ça va ?» ai-je demandé, perdu. « Oui, je regarde juste mes mails du boulot. » À 23h30, un samedi, je me suis retrouvé à chercher sur Internet les signes de l'infidélité, et elle les avait tous. Puis, j'ai cherché comment trouver des preuves. Je commence par ces réseaux, rien d'anormal sur Facebook. Photos de famille, amis, soirées entre collègues. Mais sur chaque photo, il y en avait un qui revenait souvent, toujours trop près d'elle, un bras autour des épaules ou une main posée dans son dos, limite intime. Un grand type, au moins 1m88, cheveux bruns coiffés à la mode, carrure sportive, look de mec qui a les moyens. À chaque fois, il était à côté de Lisa, parfois à lui murmurer à l'oreille, parfois la main négligemment posée sur sa hanche. Leur langage corporel ne trompait pas. Penchés l'un vers l'autre, sourire complice, geste naturel mais trop proche. J'ai cliqué sur son profil, Marcus Johnson. Sur sa photo, il escalade une montagne torse nu, histoire d'en mettre plein la vue. D'après sa fiche, il a 26 ans et bosse comme commercial dans la boîte de Lisa depuis moins de 2 ans. Le cliché du jeune vendeur qui pète la forme, photo de bagnole de luxe en bannière, lunettes de soleil de marque, fille d'Instagram bien léchée qui respire l'aventure.
Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce gars-là était pote avec elle sur Facebook, la suivait sur Insta, mais moi, impossible d'accéder à son profil, il m'avait carrément bloqué. Pourquoi il me bloquerait alors qu'il est ami avec ma femme? Là, mon radar s'est allumé. Je savais qu'elle me trompait avec lui. Restait à savoir depuis quand. Cette nuit-là, quand j'ai compris que j'étais bloqué, j'étais planté dans mon bureau, les mains tremblantes devant la lueur bleue de l'écran, à essayer de me convaincre qu'il pouvait y avoir une explication rationnelle. Mais au fond, je savais bien que non. Peut-être qu'il bloque tous les conjoints de ses collègues pour des raisons de confidentialité, ai-je lâché à voix haute, seul dans la pièce. Mais même en disant ça, je savais à quel point c'était ridicule. En avril et mai, je me suis creusé la tête, j'ai fouillé plus loin. Je n'aurais jamais cru tout ce qu'on pouvait découvrir grâce aux relevés téléphoniques et aux SMS. Notre forfait familial donnait accès à pas mal d'informations. En regardant l'historique des contacts de Lisa, je me suis rendu compte qu'entre octobre 2019 et avril 2020, elle avait surtout échangé avec 2 numéros, le mien et un autre totalement inconnu pour moi. Une recherche rapide sur Google a dissipé le doute. C'était le gars des photos, celui qui m'avait bloqué sur Facebook. Appelons-le le type, parce que c'est bien ce qu'il est à mes yeux. Les relevés étaient accablants. Pendant que je restais cloué au lit à cause de mon opération, à lutter contre la douleur et le moral en berne, Lisa passait des heures entières au téléphone avec lui. Les appels avaient lieu à des heures improbables, tôt le matin avant qu'elle parte, tard le soir après m'avoir cru endormi, même à sa pause déjeuner. Parfois, ça ne durait qu'1 ou 2 minutes, juste histoire de se dire bonjour. D'autres fois, ça s'étirait sur plus d'1 heure. Mais le pire, c'était les textos. Des centaines chaque jour, dès 5 heures du matin, et souvent jusqu'après minuit. Pendant ma convalescence, le volume a explosé. Pas étonnant qu'elle soit devenue si distante et à fleur de peau avec moi. Elle ne se contentait plus de subir ma situation, elle vivait carrément une histoire, au moins émotionnelle. Les choses devenaient de plus en plus claires, même si pas mal de leurs échanges étaient incohérents. Elle effaçait des messages, c'était évident. Je savais ce qui se tramait, mais il me fallait une preuve irréfutable. C'est à ce moment-là que j'ai tout raconté à mon meilleur pote, Dave. Il m'a demandé si j'avais confronté Lisa, j'ai répondu non, je sentais que j'avais besoin de preuves solides. Dave m'a parlé d'une appli qui permet de surveiller les communications en temps réel. Je l'ai installée, synchronisée avec notre forfait, puis j'ai attendu. On s'est retrouvés chez lui pour en discuter. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un avant de craquer. Je crois que Lisa me trompe, ai-je avoué, la gorge serrée, ne reconnaissant même pas ma propre voix. J'ai vu Dave passer de la curiosité à l'inquiétude. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai sorti les photos Facebook, les relevés d'appels, tout ce que j'avais rassemblé. Il a tout parcouru avec sérieux, le front plissé. Ça ne sent pas bon du tout, mec, a-t-il fini par lâcher. Mais tu dois en être sûr à 100% avant de l'affronter. Après 20 ans ensemble, je sais, ai-je répondu en me passant nerveusement les mains dans les cheveux. C'est pour ça qu'il me faut une preuve imparable, un truc qu'elle ne pourra pas nier ni justifier. Dave a hésité, puis a sorti son téléphone. Il y a une appli que mon frère a utilisée quand il avait des doutes sur sa femme. Ce n'est pas très correct, mais au moins, tu sauras à quoi t'en tenir. Il m'a montré comment l'installer, la synchroniser à notre compte, la rendre invisible pour que Lisa ne se doute de rien. J'avais la nausée à l'idée de m'introduire ainsi dans sa vie privée, mais il fallait que je sache. Et en quelques jours, j'ai tout découvert. Les échanges de textos entre eux, où ils reparlaient de la super soirée passée ensemble et faisaient déjà des plans pour le week-end. Un véritable coup de massue. J'ai été anéanti. C'était le jour où tout s'est écroulé et les 2 jours suivants, j'étais au fond du trou. Je me suis éloigné d'elle, ce qui n'est pas passé inaperçu. Elle a essayé de comprendre ce qui se passait, mais je l'ai repoussée. Je suis sorti de la pièce. Impossible de la regarder en face. Cette femme à qui j'avais tout donné pendant 20 ans, pour qui j'aurais fait n'importe quoi, s'était envoyée en l'air avec un gars à peine plus vieux que notre aîné. Les messages ne laissaient place à aucun doute. Jerk. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas d'y repenser. Lisa. Moi aussi. On se revoit quand? Jerk. Il travaille tard vendredi? Lisa. Oui. Il m'a dit qu'il serait à l'entrepôt jusque 20h. Passe à 18h. Jerk. Parfait. Mets la petite robe noire que j'adore. Lisa. Tout ce que tu veux. Je suis resté là, à fixer l'écran de mon téléphone, à relire en boucle leurs échanges, complètement écœuré. 20 ans de mariage, 2 enfants, des souvenirs par milliers. Tout semblait ne rien signifier pour elle. J'en étais malade. Je n'arrivais plus à avaler quoi que ce soit. Je ne dormais plus. Je somnolais 1 heure à peine. Puis je me réveillais en sursaut avec leurs messages en tête. Quand Lisa essayait de me parler, j'avais du mal à sortir le moindre mot. Sa voix, qui autrefois me réconfortait, me glaçait désormais le sang. Comment faisait-elle pour se comporter comme si de rien n'était? Comment pouvait-elle encore me regarder dans les yeux après ça? Un soir, elle est venue poser sa main sur mon front. « Ça va? Tu n'as pas l'air en forme ?» J'ai esquivé son geste. « Ça va, je suis juste crevé. » Elle m'a regardé, l'air soucieux, ou méfiant, qui sait. « Tu n'es pas toi-même en ce moment. C'est encore ton dos qui te fait souffrir? » « Non, » ai-je répondu d'un ton sec. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » Au bout de 3 jours, la tristesse a laissé place à la colère. J'ai envoyé un message à Dave pour lui dire que mes soupçons étaient confirmés. Il m'a demandé si j'avais confronté Lisa. J'ai dit non. Je ne voulais pas seulement divorcer, je voulais la rabaisser, lui faire payer. Je voulais ruiner sa vie.
Je savais que ça prendrait du temps, mais j'avais un plan. Écoute-moi bien, m'a dit Dave au téléphone. Ce que je vais te dire va te paraître fou, mais ne la confronte pas tout de suite. Et pourquoi pas, ai-je répliqué. J'ai la preuve, c'est clair, parce que si tu le fais maintenant, c'est elle qui va reprendre la main, a expliqué Dave. Elle va minimiser, retourner la situation, inventer des excuses. Il faut que tu sois malin. Malin comment? Je veux qu'elle disparaisse de chez moi ce soir. Pense à l'avenir, m'a conseillé Dave. Tu as beaucoup à perdre. La maison, du temps avec tes enfants, tes finances. Si tu joues bien tes cartes, tu peux te protéger et t'assurer qu'elle ne s'en sortira pas comme ça. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de calmer la rage qui bouillonnait en moi. Qu'est-ce que tu proposes? Rassemble tout. Constitue un dossier béton. Va voir un avocat avant de dévoiler tes preuves. Et fais-la douter un peu. En creusant sur le sujet de l'infidélité, je suis tombé sur une phrase qui m'a marqué. Le pire ennemi de l'infidélité, c'est l'imprévisibilité. C'est devenu mon credo. J'étais décidé à la faire douter chaque jour tout en préparant tranquillement ma sortie. Mon plan était simple et terriblement efficace. Changer juste assez d'attitude pour la mettre mal à l'aise. Il fallait la pousser à se demander ce que je savais réellement, semer le doute dans le confort de ses petites combines. Pendant ce temps, moi, je rassemblais patiemment des preuves, je préparais mes finances, j'organisais mon départ dans le plus grand secret. Hors de question de la confronter avant d'être prêt à faire exploser sa bulle. Au début du mois de juin, j'ai poursuivi ma collecte d'informations grâce à l'appli. Ils échangeaient comme un vrai couple. Des messages mielleux, des sextos, des photos crues, rien ne manquait. J'ai fini par arrêter de lire chaque détail, me contentant de tout sauvegarder et d'archiver sur mon serveur privé. En parallèle, j'ai commencé à changer mon attitude. Je sortais à des horaires inhabituels, je rentrais plus tard qu'elle, et quand on était ensemble, j'étais scotché à mon téléphone. Si elle me demandait ce que je faisais, je balançais un vague « rien d'important » avant de ranger mon portable. La première fois que j'ai agi ainsi, Lisa était complètement perdue. Après des années à rentrer pile à 17h30, je lui ai soudain envoyé « Ne m'attends pas pour le dîner, je finis tard ». En réalité, je n'étais pas au bureau, mais assis dans un café à 2 pas, en train de planifier la suite. Quand je suis rentré vers 21h, elle m'attendait au salon. « Tu étais où ?» a-t-elle lancé, en essayant de paraître détendue, mais son ton la trahissait. J'ai haussé les épaules. « Au boulot, ça c'est compliqué. Tu aurais pu appeler ?» a-t-elle lâché avec un petit reproche dans la voix. J'ai à peine levé les yeux. « Je t'ai envoyé un message. C'est pas ce que tu fais, toi ?» Elle a rougi légèrement. Elle a bien compris l'allusion. J'ai changé tous mes mots de passe. Un vrai tournant après des années de transparence. Mais, coïncidence ou non, dès que j'ai commencé à soupçonner son aventure, elle avait justement changé les siens, prétextant des soucis de sécurité. Belle excuse pour planquer sa liaison. Un soir, elle m'a demandé « Pourquoi je n'arrive plus à me connecter à Netflix ?» J'ai changé le mot de passe. Ai-je répondu sans quitter mon livre des yeux. « Et c'est quoi du coup ?»« Attends, je vais te connecter. » J'ai pris son iPad et tapé le mot de passe sans lui montrer. « Pourquoi tu peux pas juste me le dire ?» a-t-elle insisté. J'ai répondu, l'air de rien. « Je change tous mes mots de passe en ce moment. Question de sécurité. » Elle n'a rien pu dire sans se contredire. Et l'avoir hésité entre la colère et la confusion était jubilatoire. J'ai mis au parfum Dave, ma grande sœur et 2 amis très proches, des gens en qui j'ai une confiance absolue et à qui j'ai fait promettre de garder le secret. Dave, c'est mon pote d'enfance. Jack et Rachel, je les connais depuis la fac. Tu te rappelles de Rachel? Elle va revenir dans l'histoire. Ma sœur, elle, n'était pas convaincue par ma stratégie. Tu es sûr de vouloir jouer à ce petit jeu? Pourquoi tu ne la confrontes pas directement? Parce qu'elle va nier, mentir, me faire passer pour un parano. Je veux qu'elle comprenne que je sais tout et je veux être en règle avant que ça explose. Jack, lui, était plus compréhensif. Je te comprends, mec. Après ce qu'elle t'a fait, elle mérite de flipper. Mais la réaction de Rachel a été la plus radicale. Cette garce a-t-elle lâché quand je lui ai montré les preuves? Après tout ce que tu as fait pour elle, elle ne mérite pas un divorce rapide et sans histoire. Il faut qu'elle ressente ce que tu traverses. En juillet, Lisa était en pleine crise de parano. Elle me bombardait d'appels et de messages, voulait savoir où j'étais, ce que je faisais, quand je rentrais. Le doute que j'avais instillé grandissait, et ça se voyait même dans ses conversations avec Jerk. Elle lui confiait qu'elle me trouvait froid et distant. Quel culot! Ses messages devenaient de plus en plus paniqués. Lisa, il agit bizarrement. Il est rentré à 23h hier. Il sentait le parfum. Jerk, tu crois qu'il voit quelqu'un? Lisa, je sais pas. Il a jamais fait ça avant. Il a toujours été prévisible. Jerk, peut-être qu'il bosse tard, comme il dit. Lisa, 3 semaines d'affilée, et il se douche le soir maintenant. Il faisait jamais ça. Bien sûr, je ne voyais personne. Le parfum venait d'un échantillon offert au centre commercial. Mes soirées tardives, c'était chez Dave ou ma sœur. Et les douches du soir, c'était juste pour la désorienter, lui faire goûter à sa propre sauce. À un moment, elle a même proposé qu'ils arrêtent de se voir chez nous, ne sachant plus quand je pouvais rentrer. « Merci pour la confirmation, Lisa. » Jerk lui a demandé si elle craignait que je la trompe. Ça l'a mise hors d'elle. Franchement, j'ai savouré cet échange. Ma femme infidèle en train de s'énerver auprès de son amant parce qu'elle redoute que son mari la trompe. L'ironie était délicieuse. « Lisa, je ne suis plus à l'aise que tu viennes à la maison. »« Jerk, pourquoi? On a toujours fait attention. »« Lisa, il est imprévisible maintenant. Il rentre n'importe quand. »« Jerk, viens chez moi alors. »
Lisa, tes colocataires sont toujours là. Jerk, un hôtel? Lisa, peut-être... Il faut juste que je comprenne ce qui se passe avec lui. Jerk, t'es sérieusement contrarié à l'idée qu'il puisse te tromper? Lisa, tu comprends pas, ce n'est pas son genre. Jerk, et toi alors, c'est normal? Tu trouves pas ça hypocrite? Lisa, c'est différent, tu le sais bien. Notre mariage est mort depuis des années. Cette phrase m'a coupé le souffle. Mort depuis des années? Certes, tout n'était pas parfait, mais je croyais notre couple solide. On continuait à sortir, à fêter nos anniversaires, à faire des projets. Tout ça, c'était du vent? Elle avait déjà décroché depuis longtemps sans que je le voie venir? Pour être honnête, je ne voyais absolument personne. Mes sorties, c'était pour boire une bière avec Dave ou Jack devant un match, ou passer chez ma sœur et son mari. Lui, c'est comme un grand frère pour moi. J'avais confié à ma sœur l'infidélité de Lisa, mais je lui avais caché mes plans de vengeance. Son mari ne sait pas garder sa langue. Un après-midi, autour d'un café, elle me dit « Je comprends pas pourquoi tu ne la confrontes pas simplement. Toute cette comédie, ça doit être usant. » Ça l'est, j'ai avoué, mais je dois être prêt. Je dois me protéger et protéger les filles. Et faire croire que tu la trompes, ça t'apporte quoi au juste? J'ai soupiré. Ce n'est pas pour qu'elle pense que je la trompe. L'idée, c'est de semer le doute, de lui faire perdre l'illusion qu'elle maîtrise tout. En ce moment, elle a l'impression de contrôler son aventure, son mariage, son image. Je veux qu'elle comprenne qu'elle n'a pas autant de prise sur la situation qu'elle le pense. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Fais gaffe quand même. Ce genre de petit jeu peut vite te dépasser. On avance jusqu'en octobre. Ma soi-disant liaison durait depuis 3 mois et Lisa voyait bien que je m'éloignais. Depuis que j'avais enclenché mon plan, je ne l'avais plus approchée. Plus de tendresse, plus de gestes, plus aucune intimité. Mais ça ne semblait pas lui manquer. Elle passait toujours chez Jerk, soit chez lui, soit à l'hôtel. L'atmosphère à la maison était devenue pesante, comme s'il y avait un invisible entre nous. On se croisait en faisant attention, on ne se parlait que si c'était indispensable. On s'évitait du regard. Notre Benjamin a fini par s'en apercevoir. « Maman et toi, vous vous disputez ?» m'a demandé Emma un samedi matin, pendant que Lisa était partie faire des courses. J'ai reposé mon café. « Pourquoi tu me demandes ça? Vous ne vous parlez plus ?» a-t-elle murmuré en baissant les yeux. « Et vous n'êtes jamais à la maison en même temps. Ça m'a fendu le cœur. » À 12 ans, elle était assez fine pour sentir que quelque chose clochait, mais trop jeune pour en saisir les raisons. Tu sais, les histoires de grands, ce n'est pas toujours facile, ma puce. Mais il faut que tu saches que ta maman et moi, on t'aime très fort. Ça ne changera jamais. Elle a hoché la tête sans vraiment y croire. Je me suis juré de tout faire pour qu'elle soit bien entourée quand tout exploserait. Le 20 octobre, Lisa m'a appelé au bureau, chose qui n'était pas arrivée depuis des lustres. Pour me demander de rentrer directement, elle avait soi-disant quelque chose d'important à me dire. Je m'attendais un peu à une révélation, mais non. Elle voulait savoir si j'étais malheureux avec elle. Quel culot. Elle m'a sorti que je passais trop de temps dehors, que je ne lui montrais plus d'affection, que notre vie intime était au point mort. Elle a insinué que je lui faisais payer son comportement pendant ma convalescence. Et puis le clou, elle m'a demandé si je la trompais. Je suis rentré et je l'ai trouvée installée à la table de la cuisine, agrippée à sa tasse de thé, coiffée à la perfection, maquillée, portant le pull que je lui avais offert à Noël. « Il y a quoi de si important ?» ai-je lancé, sans même enlever mon manteau. « S'il te plaît, assieds-toi », a-t-elle dit en désignant la chaise face à elle. Je suis resté debout. Je préfère rester là. Dis-moi ce que tu as à dire. Elle a pris une grande inspiration. J'ai l'impression de te perdre. Tu es distant, froid, tu n'es quasiment plus là. On n'a plus eu d'intimité depuis des mois. Je me suis tue, la laissant se débattre sous mon regard. Et parce que je t'ai mal soutenu pendant ta convalescence, a-t-elle continué. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur, j'étais stressé par le boulot et... Donc c'est ça le problème? L'ai-je coupé. Tu regrettes la façon dont tu t'es comporté pendant que j'étais blessé? Non, c'est à propos de nous, a-t-elle insisté. Il y a quelque chose qui ne va pas et je voudrais y remédier. J'ai failli. J'ai éclaté de rire devant tant d'ironie. Maintenant, elle voulait arranger les choses. Tu vois quelqu'un d'autre? A-t-elle fini par demander, à peine audible. Et là, j'ai littéralement explosé de rire, à en pleurer, affalé par terre comme un fou furieux. Elle a cru que je me moquais de la question, alors qu'en réalité, je riais du ridicule de la situation. Je me suis roulé au sol pendant 2 bonnes minutes avant de réussir à me calmer. Je me suis relevé, je l'ai enfin regardé dans les yeux après des mois, j'ai fait non de la tête sans répondre, je me suis épousseté, j'ai déposé un baiser sur le sommet de son crâne, puis je suis parti vaquer à mes occupations. Son visage valait le détour, un mélange d'incompréhension, de soulagement et de méfiance. Elle ne savait plus quoi penser. Est-ce que je riais parce que l'idée était absurde ou parce qu'elle avait mis le doigt sur la vérité? Ce doute, c'était justement ce que je recherchais. Plus tard dans la soirée, installée dans mon bureau, je me suis dit « tant pis » et j'ai ouvert l'application pour voir ce qu'elle racontait à l'autre. Il s'écrivait en direct. Je suis sûre qu'il me trompe. Je lui ai demandé tout à l'heure et il est parti dans un fou rire incroyable. Il s'est effondré par terre, hilar, pendant au moins 5 minutes. Il s'en fiche de ce que je ressens maintenant. Je ne comprends pas tout, mais il est parti. Je sais que je l'ai perdu. C'est le revers de la médaille. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Elle perdait pied. Le mec n'a pas tardé à répondre. « Tu dramatises. Il a sûrement ri parce que c'est ridicule. Tu ne l'as pas vu ?» a rétorqué Lisa. On aurait dit que tout ça le faisait marrer, comme si j'étais un sketch à ses yeux. Il a peut-être juste ses propres problèmes, a-t-il essayé de la rassurer. Ça ne veut pas dire qu'il te trompe.
Il rentre tard en sentant le parfum, il garde son téléphone pour lui, il a changé tous ses codes, il ne me regarde même plus. Il a tenté de la consoler, disant que si j'avais vraiment été à la hauteur, elle n'aurait pas eu besoin de lui, mais elle doutait. Elle avait eu le culot de me tromper parce que je ne pouvais plus assurer à cause d'une vraie blessure, avait entretenu sa liaison presque 1 an, et maintenant l'idée de me voir partir pour une autre la faisait paniquer, pathétique. Écoute, si ton mari tenait vraiment à votre couple, tu ne serais pas là avec moi. Tu m'as dit toi-même qu'il était émotionnellement absent depuis des années. Je sais, mais maintenant je me demande si c'était vraiment la réalité ou juste mon ressenti. Avant sa blessure, il a toujours été présent, attentionné. Et alors, maintenant tu le défends? Après toutes tes plaintes sur la routine de votre couple? Je ne le défends pas, je suis juste perdu. Quelque chose a changé. Pendant qu'il déblatérait, de mon côté j'attaquais la 2e phase de mon plan, mettre mes finances en ordre. En septembre, j'avais déjà rencontré une avocate spécialisée en divorce. Avec toutes les preuves que j'avais en main, et vu qu'on habite dans un état où le divorce pour faute existe encore, j'étais en position de force. Mon avocate m'a conseillé de bien préparer la répartition des biens à venir. J'ai poussé les choses un cran plus loin en transférant discrètement mon argent de notre compte commun vers un compte à mon nom, tout en commençant à chercher un appartement pour la suite. Mon avocate, une femme d'expérience à l'œil acéré, a passé mes preuves en revue avec un calme professionnel qui m'a tout de suite mise en confiance. Votre dossier est solide, a-t-elle noté en parcourant le classeur que j'avais préparé. Les messages, les relevés d'appel, les données de géolocalisation, vraiment, rien ne manque. Je voulais être certain de tout, ai-je répondu. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, il s'agit de partir tout en protégeant vos intérêts. Elle a hoché la tête. L'adultère reste un motif de divorce pour faute, ce qui joue pour vous. Mais les juges privilégient de plus en plus le partage équitable, même en cas de faute. Concrètement, ça veut dire quoi pour moi? Vous devrez probablement partager les biens à parts égales, mais son infidélité peut peser sur la question de la pension alimentaire. On pourra soutenir que sa liaison constitue une faute, ça pourrait réduire, voire annuler, la pension. On a passé l'heure suivante à peaufiner la stratégie. Répartir les comptes, mettre certains biens à l'abri, dresser la liste de ce qui a de la valeur à la maison. Elle m'a recommandé de transférer mes fonds progressivement sur un compte personnel, histoire de ne pas éveiller de soupçons. Et pour la maison? Ai-je lancé, inquiet, car c'était le bien qui me tenait le plus à cœur. Ce n'est pas simple, m'a-t-elle concédé. Si vous voulez la garder, il faudra sans doute racheter sa part. Sinon, il faudra la vendre et partager le prix. Il va falloir la faire estimer. Je suis reparti de chez elle avec un plan d'action limpide. Dès ce jour-là, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque et commencé, méthodiquement, à transférer de l'argent. Pas tout d'un coup, mais assez pour préparer l'avenir. J'ai commencé par mes économies, puis j'ai récupéré du compte commun l'équivalent de ma part de revenus. En novembre, je n'ai rien changé à mon attitude. Bien au contraire, j'ai même redoublé de vigilance. C'est à ce moment-là que Rachel est revenue dans le tableau. Pour vous situer, Rachel et Lisa n'ont jamais été proches. J'ai rencontré Rachel en première année de fac, 2 ans avant de croiser Lisa. Pour Lisa, Rachel a toujours été une menace, parce qu'elle savait que c'était ma meilleure amie. Il y avait entre elles une tension latente, jamais vraiment dite, mais toujours perceptible. Inversement, Rachel n'a jamais porté Lisa dans son cœur, et dès le début, elle m'avait fait remarquer que Lisa s'était imposée dans notre groupe d'amis, alors que je n'avais jamais mis les pieds dans le sien. Dans le cercle de Lisa, aucun homme à part ce fameux type, alors que Rachel est la seule fille parmi mes amis. Avec Rachel, c'est une longue histoire, bien avant Lisa, mais ça n'a jamais été ambigu. On s'est connus en cours d'éco, on s'est rapprochés parce qu'on détestait ça tous les deux. Elle est brillante, cash, d'une loyauté inébranlable, ce qui en fait une amie précieuse mais qui peut aussi impressionner, y compris Lisa. La tension entre elles était diffuse mais permanente. Lors des soirées, Lisa se débrouillait toujours pour s'interposer entre Rachel et moi, pour couper court aux discussions ou pour m'attirer ailleurs sous un prétexte. Rachel voyait tout ça, mais elle n'en parlait pas, au moins pas à Lisa. Ta femme ne m'a jamais porté dans son cœur, m'a glissé Rachel un soir après une fête. Elle est juste protectrice, avais-je répondu, ce à quoi Rachel a haussé un sourcil. Protectrice de quoi? De ta liberté? J'avais rigolé, mais au fond, elle n'avait pas tort. Lisa a toujours été un peu possessive, surtout avec mes amis. L'ironie de la situation me frappait de plein fouet aujourd'hui. Rachel, elle, était restée coincée à l'étranger à cause du Covid et n'est rentrée que le 3 novembre. On a fêté son retour chez Jack, avec Dave et moi, et la femme de Jack, qui est aussi la sœur de Rachel. Tout ça, évidemment, dans le respect des règles sanitaires. Rachel était épuisée par le décalage horaire mais débordante d'énergie. Elle nous a raconté comment elle était restée coincée à Barcelone au début du confinement. Au départ, je pensais n'y passer que 2 semaines, a-t-elle lâché en riant. Finalement, me voilà de retour. Je lui ai tout balancé sur Lisa, en lui montrant même certaines preuves. Elle a réagi d'emblée. Quelle manipulatrice. Et quelle ingratitude. Elle s'est arrêtée là, secouant la tête, écœurée. Après tout ce que tu as fait pour elle, alors que tu étais en convalescence, franchement, qui fait ça? Quelqu'un qui préfère la nouveauté à ce qu'il a déjà, a répliqué Dave. Rachel a eu un petit sourire en coin, pensive. Du coup, tu lui fais croire que toi aussi tu as une histoire à côté? Pas vraiment, ai-je précisé.
Je me contente de la déstabiliser, juste assez pour la mettre mal à l'aise. Rachel, fidèle à sa réputation de stratège, a tout de suite suggéré de faire des photos dans le même style que celles que j'avais vues de Lisa et de son amant, où on aurait l'air très proche, puis de les poster sur Facebook. C'est exactement ce qu'on a fait. Lisa les a vues le 5, après que des amis communs ont commenté les photos où Rachel et moi paraissions très complices. Ça l'a bouleversée, persuadée que je la trompais, alors que Rachel venait tout juste de rentrer d'1 an à l'étranger. Les photos étaient parfaitement mises en scène, à l'image de celles de Lisa et de ce type. Rachel penchée vers moi qui me souffle quelque chose à l'oreille, ma main sur le bas de son dos, tous les deux à rigoler, détendus dans l'espace de l'autre. Rien de vraiment équivoque, mais assez pour faire jaser. J'ai ajouté des légendes anodines, trop content de retrouver celle-ci en ville, ou encore revoir de vieux amis, ça fait du bien. Ce soir-là, Lisa a essayé de me confronter au sujet de ma proximité sur les photos. J'ai saisi l'occasion pour placer ma remarque. Et ces photos de toi avec ce fameux gars l'année dernière, lui aussi était plutôt tactile, mais est-ce que je me suis énervé? Elle m'a regardé, figé, un vrai lapin pris dans les phares. C'était la première fois que je prononçais son nom. Elle s'est empressée de se justifier. Il est comme ça avec tout le monde. Je comprends que ça puisse prêter à confusion, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Si tu veux, je peux les supprimer. Quand j'ai cité son nom, elle est devenue livide. Elle ne se doutait pas une seconde que je savais de qui il s'agissait, ni que j'avais surveillé leurs échanges. « Marcus ?» a-t-elle bafouillé. « Celui du boulot ? C'est juste un collègue suffisamment proche pour poser ses mains partout sur toi en photo ?» ai-je répliqué, le plus calmement du monde. Un collègue dont, bizarrement, le compte sur les réseaux sociaux m'est bloqué. Elle a tenté de se justifier. « Il est comme ça avec tout le monde, ça ne veut rien dire. Je ne savais même pas que tu étais bloqué, c'est sûrement un réglage de confidentialité. Je peux lui demander de te débloquer si tu veux. Ce n'est pas la peine, ai-je coupé en me détournant. Je voulais juste te faire remarquer le 2 poids 2 mesures. Toi, tu peux poser en photo complice avec ton collègue, mais si je revois une vieille amie, c'est tout de suite le drame. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle protesté, la voix à peine audible. Ah oui, ai-je lancé, les yeux plantés dans les siens. Qu'est-ce qui serait différent? Lisa, elle n'a rien trouvé à répondre. Pour la première fois depuis qu'on est mariés, elle était totalement désemparée. Non, ce n'est pas les photos qui m'ont blessé. Ce qui m'a réellement fait mal, c'est l'année où elle a couché avec lui, en me mentant sur ses soi-disant horaires à rallonge. Mais bon, la vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit. Dès ce soir-là, Lisa est devenue incroyablement collante, multipliant les attentions presque jusqu'à l'excès. Elle essayait de recréer une intimité, de retrouver de l'affection, mais je l'ignorais complètement. Pendant ce temps, je continuais à archiver ces discussions avec cet homme. À ce stade, j'étais devenu parfaitement indifférent. Toute envie de sauver notre mariage s'était éteinte au moment même où j'ai mis mon plan à exécution. Lisa avait changé du tout au tout. Elle filait directement à la maison après le travail, préparait des dîners élaborés, proposait des soirées ciné en famille, m'offrait des petits cadeaux bien choisis, un roman de mon auteur favori, une nouvelle montre, des places pour un concert en ligne dont j'avais parlé. Un soir, alors qu'on était installés sur le canapé, elle a tenté de lancer un moment d'intimité, glissant sa main sur ma cuisse. J'ai repoussé sa main. Je n'en ai pas envie. Tu n'en as jamais envie, depuis des mois, a-t-elle soufflé, tentant de faire comme si de rien n'était, mais peinant à masquer sa frustration. On dirait bien qu'on a ça en commun, ai-je rétorqué en me levant pour rejoindre mon bureau. Attends, m'a-t-elle lancé. Est-ce qu'on peut parler de nous? Tu me manques. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Il n'y a rien à dire. Je suis juste fatigué, c'est tout. Sa détresse m'aurait touché autrefois. Mais là, plus rien. La femme que j'aimais avait disparu, remplacée par une inconnue capable de mensonges, d'hypocrisie, de trahison. Elle s'est confiée à l'autre, lui expliquant que je devenais insupportable, qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle avait l'impression que je la détestais, et elle n'avait pas tort. Puis le couperet est tombé. Elle lui a annoncé qu'elle devait arrêter de le voir, que la culpabilité la rongeait, qu'elle sentait le karma lui tomber dessus. Elle ne voulait pas risquer de me perdre. Elle lui a avoué l'aimer profondément, mais qu'elle était encore amoureuse de moi et qu'elle devait sauver son mariage. 8 mois trop tard pour ça. Leur échange a été violent. Lisa, je ne peux plus continuer. Il faut que je me concentre sur mon mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Hier encore, tu voulais passer le week-end chez moi. Je sais, et je suis désolé, mais tout a changé. Il se doute de quelque chose. Il a prononcé ton prénom. Et alors, il n'a aucune preuve. Ça ne change rien. Je le sens s'éloigner et je ne veux pas le perdre. C'est mon mari, le père de mes enfants. Et moi alors, je ne suis qu'un plan d'1 an, c'est ça? S'il te plaît, ne complique pas tout. Je tiens à toi, vraiment. Je t'aime, mais je suis encore amoureuse de lui. C'est du grand n'importe quoi, et tu le sais très bien. Si tu l'aimais, tu n'aurais pas fini dans mon lit la semaine dernière. J'ai fait une bêtise, une énorme bêtise, mais maintenant ma famille doit passer avant tout. L'autre a perdu pied, balançant des phrases comme « Il ne t'aime pas comme moi. Tu fais une grosse erreur en me quittant. » Ce fut leur dernière conversation, jusqu'à 3 semaines plus tôt. Ces derniers messages étaient pathétiques. Tu laisses tomber quelque chose de vrai pour un mariage déjà fichu quand je suis arrivé. Il ne te mérite pas. Il ne te voit même pas. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Je t'aimerai toujours plus que lui. Et pour finir, très bien, fais comme tu veux. Mais le jour où il te larguera, ne viens pas ramper vers moi.
Novembre et décembre ont été une succession de flottements. Lisa tentait de deviner ce que je ressentais, sans savoir si moi aussi je la trompais. Pendant ce temps, l'autre ne cessait de l'assaillir de messages, auxquels elle ne répondait pas. Je la voyais consulter son téléphone à la moindre vibration, puis s'empresser de le ranger. Les textos s'enchaînaient sans relâche, tour à tour désolé, furieux ou suppliant. Elle les lisait, le visage tiraillé entre la culpabilité et le manque, mais elle ne répondait jamais, en tout cas pas devant moi. De son côté, elle tentait tout pour me reconquérir. Elle a proposé une thérapie de couple que j'ai refusée, organisé un week-end en amoureux auquel je n'ai même pas cherché à me libérer, et même rejoué notre tout premier rendez-vous, même resto, à emporter, Covid oblige, même film, même vin. Un soir, elle a ressorti un vieil album photo en glissant. Tu te souviens de notre première Saint-Valentin ? Tu m'avais offert ce bracelet en argent, je le porte encore. J'ai à peine jeté un œil à l'album. C'était il y a bien longtemps. 20 ans, ce n'est pas si long, a-t-elle murmuré. Pas quand on aime vraiment. Je n'ai rien répondu, prétextant un appel à passer. Ses paroles n'avaient plus aucun poids, tous nos souvenirs s'étaient salis de sa trahison. La deuxième phase était achevée. Les papiers du divorce m'attendaient. J'avais loué un petit studio pour 2 ans, tout ce que je possédais transféré sur mon compte personnel. J'étais prêt à lancer l'ultime étape. Mon nouvel appart, modeste mais fonctionnel, était un 2 pièces dans un immeuble sécurisé à l'autre bout de la ville. J'y avais juste installé l'essentiel. Un lit, un canapé, un bureau, quelques ustensiles de cuisine. Ce n'était pas vraiment chez moi, mais ce n'était pas le but non plus. Juste un point de chute, le temps de me reconstruire. Le dossier de divorce était complet. Adultère cité noir sur blanc, preuves à l'appui. Mon avocate avait tout ficelé dans les moindres détails pour me protéger financièrement et consigné noir sur blanc la trahison de Lisa. Une fois la procédure enclenchée, m'avait-elle prévenu, il n'y aura pas de retour possible. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux ? Plus sûr de ça que de n'importe quoi depuis des années, l'ai-je rassuré. Thanksgiving est arrivé et ma fille aînée avait organisé un petit dîner avec son copain. Eux deux, les parents du garçon, Lisa, notre cadette et moi. Pour sauver les apparences, j'ai multiplié les gestes d'affection envers Lisa ce soir-là. Baiser sur la joue, étreinte, bras autour des épaules. Elle s'en est visiblement repue, ce qui était presque comique puisqu'on n'avait plus eu le moindre contact physique depuis ce baiser sur la tête en octobre. Franchement, ça me dégoûtait, mais je ne pouvais pas risquer d'éveiller les soupçons devant tout le monde. L'appartement de notre fille, petit mais chaleureux, était décoré dans des tons automnaux avec des bougies, et son copain avait préparé un vrai repas de Thanksgiving. Il y avait une sorte de surréalisme dans cette normalité. Tout le monde riait, discutait, échangeait des anecdotes, alors que j'avais le poids de ce qui allait arriver sur la conscience. Lisa rayonnait sous mes attentions, persuadée à tort qu'on était en train de se retrouver. Chaque fois que je la serrais dans mes bras ou que je l'embrassais sur la joue, elle se rapprochait, les yeux pleins d'espoir, sans cesser de me toucher la main, comme pour chercher une assurance que je n'étais plus en mesure de lui offrir. « Vous avez l'air d'aller mieux tous les deux », a remarqué ma fille aînée pendant que Lisa aidait la mère de son copain en cuisine. « Ah bon ?» ai-je répondu, sans trop me mouiller. « Oui, maman se faisait du souci pour vous. Elle disait que vous étiez distant. » J'ai esquissé un sourire forcé. Les choses avancent. Elle avait l'air rassurée par ma réponse, même si je n'avais rien confirmé. Mentir à ma fille, même par omission, me dérangeait, mais de toute façon, elle finirait bientôt par connaître la vérité. Notre cadette a finalement décidé de dormir chez sa sœur, et Lisa et moi sommes donc rentrés seuls. Sur le chemin du retour, elle m'a remercié d'avoir été gentille avec elle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis là pour toi. J'ai failli éclater de rire, mais je me suis retenu et j'ai seulement répondu « Je sais, j'ai juste besoin de temps ». On a fini le trajet dans le silence. Elle me prenant la main de temps en temps, et je l'ai laissé faire, tout en sachant que c'était la dernière fois que je supportais ce genre de proximité. « Merci pour ce soir », a-t-elle soufflé en arrivant à la maison. « C'était comme avant, nous deux. » ai-je simplement rétorqué, sans confirmer ni infirmer quoi que ce soit. Une fois à l'intérieur, elle a servi un verre de vin, est venue s'asseoir tout contre moi sur le canapé et a murmuré « Tu m'as manqué ». Sa main posée sur mon genou. J'ai pris une gorgée de vin, pesant mes options. Une partie de moi avait envie de tout arrêter sur le champ, de lui donner les papiers, de tout lui balancer, la voir s'écrouler. Mais une autre partie, celle qui avait attendu patiemment pendant des mois, voulait une dernière forme de clôture. Alors, pour la première fois depuis le printemps, nous avons été intimes ce soir-là. Je me suis dit que, quitte à tout envoyer valser, autant profiter une dernière fois avant de passer à autre chose. Ce n'était même pas faire l'amour. Après, elle est restée allongée là, comme sonnée, sans chercher de câlin. Je suis allé me doucher et j'ai dormi dans mon bureau. Et, détail qui ne lui a pas échappé, j'ai mis une capote. La première en 20 ans. Elle avait l'air paumée, mais n'a rien dit. Hors de question de prendre le moindre risque alors qu'elle fréquentait ce type depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai consulté l'application et vu que Lisa avait enfin répondu à ce gars pour la première fois depuis des semaines. Il lui avait écrit un pavé pour lui déclarer sa flamme, prétendant qu'elle perdait son temps à vouloir rallumer une histoire morte, qu'elle avait été prisonnière avec moi pendant 20 ans et qu'elle méritait quelqu'un qui la chérirait vraiment. Je précise que ce garçon a 26 ans, à peine plus que notre fille aînée, et il est obsédé à ce point par une mère de famille de 41 ans, c'est à mourir de rire.
Elle a foutu en l'air notre mariage pour ce joli cœur fragile. C'est pathétique. Son message, un vrai modèle de manipulation, disait « Lisa, je t'ai laissé l'espace que tu voulais, mais je ne peux plus rester silencieux. Chaque jour sans toi est un supplice. Je vois des couples dans la rue et je pense à nous. J'entends des chansons et ça me brise au point de devoir m'arrêter, tellement je pleure. Ce qu'on a vécu, ce n'était pas juste une aventure, c'était réel, plus fort que tout ce que j'ai pu connaître. Tu n'es plus prisonnière, Lisa. Tu es libre d'être avec quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, qui chérit chaque partie de toi. Il a eu 20 ans pour t'aimer et il a raté son coup. Ne perds pas 20 ans de plus à vouloir ressusciter un truc mort. Tu mérites mieux, tu me mérites. Elle lui a répondu comme toujours qu'elle l'aimait, qu'elle avait adoré leur histoire, mais qu'elle ne pouvait pas me perdre. Que j'étais toujours l'amour de sa vie, même si elle garderait une place pour lui dans son cœur. Ils pouvaient rester amis, mais la relation physique, c'était fini. Forcément, il a supplié de la voir une toute dernière fois cette semaine-là. Et sans surprise, elle a accepté. Un dernier tour de piste, n'est-ce pas ? Qui suis-je pour juger après ce que je venais de faire ? J'ai ajouté cette conversation à mon dossier qui commençait à bien s'épaissir. Lisa, Marcus, je ne peux pas nier que ce qu'on a vécu était unique. Tu as réveillé en moi des choses que je croyais mortes, mais la nuit dernière a tout changé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai retrouvé une vraie connexion avec mon mari. J'ai l'impression qu'on franchit un cap. Un coup d'un soir et tu crois que tout est réglé ? Allez, Lisa, tu vaux mieux que ça. Ce n'était pas juste du sexe, c'était différent. Il était là d'une façon qui n'était plus arrivée depuis longtemps. Et pour nous, ça veut dire quoi ? Je peux plus continuer cette histoire physique avec toi. Je dois me concentrer sur mon mariage, sur ma famille. Après tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on s'est dit, tu vas tout balancer ? Je ne jette rien. Tu auras toujours une place dans mon cœur. On peut rester amis. Amis ? Non mais sérieux, Lisa. Je ne veux pas être ton pote. Je veux être l'homme à tes côtés chaque matin, celui qui te serre dans ses bras le soir. Je suis désolé. Vraiment. Mais c'est mon mari. Laisse-moi au moins une chance de te dire au revoir comme il faut. Une dernière fois, juste nous deux. S'il te plaît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, Lisa. J'ai besoin de te voir une dernière fois pour tourner la page. D'accord. Jeudi après le boulot. Mais juste pour parler. Juste pour parler. Merci. Le 4 décembre, j'entrais dans la phase 3. Opération fantôme. Papier du divorce en poche et nouvel appartement prêt, il ne me restait plus qu'à commencer à déménager mes affaires. Mais avant tout, je devais l'annoncer à mes filles. J'ai demandé à mon aînée de rentrer à la maison ce vendredi soir. Quand elles ont été toutes les deux installées dans mon bureau, je leur ai tout expliqué. Pas les moindres détails, mais l'essentiel. Leur mère me trompait depuis plus d'1 an et je demandais le divorce. Ma cadette, qui n'avait que 12 ans, a été totalement anéantie. D'autant qu'elle venait elle-même de vivre sa première désillusion amoureuse. Son petit copain l'avait trompée quelques mois auparavant. Voir son cœur brisé une nouvelle fois, comprendre que sa propre mère avait pu faire une chose pareille, ça l'a complètement bouleversée. J'appréhendais ce moment plus que tout le reste. Comment dire à ces enfants que leur mère n'a pas seulement trahi leur père, mais aussi elle ? Comment casser l'image de la famille sans ébranler leur sentiment de sécurité ? Je les ai mises à l'écart dans mon bureau, histoire que Lisa ne puisse pas entendre. Les filles, il faut que je vous parle de quelque chose d'important, ai-je lancé, la gorge serrée. Elles se sont regardées, inquiètes, sentant bien que la situation était grave. Votre mère et moi, on va divorcer, ai-je annoncé aussi calmement que possible. Ma fille aînée, Ali, a réagi aussitôt. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Emma, la plus jeune, est restée pétrifiée, les yeux déjà embués de larmes. J'ai pris une grande inspiration. Votre mère voit quelqu'un d'autre depuis environ 1 an. Elle te trompe ? A demandé Ali, incrédule. J'ai acquiescé. Oui, Emma a éclaté en sanglots, enfouissant son visage dans ses mains. Non, maman ne ferait jamais ça. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle s'est reculée. Tu mens, c'est toi qui n'es jamais là maintenant. Ces mots m'ont blessé, mais je comprenais sa réaction. Emma, ma puce, je sais que c'est dur à entendre. J'aurais préféré que ce ne soit pas vrai. Tu as des preuves ? A insisté Ali, toujours rationnel, même sous le choc. Oui, beaucoup. Moi non plus. Je n'ai pas voulu y croire, mais il n'y a pas de doute. Emma n'arrêtait pas de pleurer, tandis qu'Ali se refermait. C'est pour ça que tu agis différemment. Tu savais. J'ai hoché la tête. Je l'ai découvert il y a des mois. J'ai essayé de trouver comment gérer la situation, comment vous protéger toutes les deux. Est-ce qu'elle sait que tu sais ? A demandé Ali. Pas encore, ai-je répondu. Je vais demander le divorce la semaine prochaine. Emma m'a regardé, paniquée. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Où est-ce qu'on va vivre ? Ali, malgré le choc, a proposé d'emmener sa sœur chez elle le temps que ça se tasse. Et j'ai accepté. On a préparé quelques affaires, et elle m'a demandé si j'allais tenir le coup. Je l'ai rassurée autant que possible. Oui, ma chérie, je vais bien, et vous aussi. On va s'en sortir, je te le promets. Puis elles sont parties, et le plus difficile était fait. Il était temps de passer à la suite. En les regardant franchir la porte, j'ai ressenti à la fois un soulagement immense et une tristesse profonde. Le secret n'en était plus un, du moins pour celle qui comptait le plus pour moi. Mes filles connaissaient la vérité, et même si leur douleur me brisait le cœur, je savais que je n'avais pas le choix. Il fallait être honnête.
Les semaines suivantes, Dave m'a donné un sérieux coup de main pour déménager petit à petit tout ce qui m'était essentiel pendant que Lisa et moi étions au travail. Je ne prenais que des choses qu'elle ne remarquerait pas tout de suite, à moins de vraiment fouiller. J'ai aussi pris un nouveau téléphone, un nouveau numéro, que je n'ai partagé qu'avec ceux qui en avaient vraiment besoin. Dave, Jack, Rachel, mes filles, ma sœur et ma mère. Pendant ce temps, je continuais à donner le change à Lisa, totalement dans l'ignorance. Avec Dave, on s'organisait bien. Chaque jour, on embarquait quelques bouquins de mon bureau, des vêtements du fond de mon armoire, des documents perso, des souvenirs de famille à moi d'avant le mariage. Tout ça, on le déposait dans mon nouvel appart, posant petit à petit les bases de ma nouvelle vie. « Tu crois vraiment qu'elle a rien vu venir ?» m'a glissé Dave un jour, alors qu'on portait une caisse de vinyle jusqu'à son camion. « Elle n'a rien dit », ai-je répondu. Et elle est tellement absorbée par son envie de sauver notre couple qu'à mon avis, elle ne se rend même pas compte que ma collection de philo a disparu. Le nouveau téléphone, c'était une étape cruciale. J'y ai transféré mes contacts importants, téléchargé les applis dont j'avais besoin et donné le nouveau numéro à mes filles. Quand mon ancien portable vibrait pour un message de Lisa, je répondais juste assez pour qu'elle ne soupçonne rien. Je distillais un peu d'affection pour détourner ses soupçons, tandis qu'elle, de son côté, gardait un contact limité avec l'autre. Le brouillard de la tromperie était léger, mais toujours présent. En parallèle, je rassemblais tout. Historique d'appels, SMS, photos, emails, que j'imprimais à la chaîne. Rien que pour le matériel de bureau, j'en ai eu pour plus de 1000 €. J'ai tout trié par ordre chronologique dans des classeurs, 14 au total, du début de leur histoire jusqu'à la mi-décembre. Ces dossiers étaient à la fois mon œuvre noire et mon exutoire. Chaque page était comme un clou de plus dans le cercueil de mon mariage, la preuve que la femme que j'avais aimée pendant 20 ans m'avait trahi sans état d'âme. J'ai tout codé par couleur, fait des index, rédigé des résumés pour chaque partie. C'était sans doute un brin obsessionnel, mais ça me faisait du bien. Chaque message fluo, chaque photo à noter, c'était un pas de plus vers la liberté. J'ai emballé chaque classeur dans une boîte, soigneusement, comme des cadeaux, et je les ai adressés à différentes personnes. Ma mère, ses parents, ses 2 sœurs, son frère, son service RH. D'ailleurs, petit détail, l'autre bosse dans la même boîte qu'elle, où les histoires entre collègues sont strictement interdites. J'ai aussi envoyé des exemplaires à plusieurs de ses amis, à l'autre et à ses parents. Tout est parti le 16 décembre, avec une livraison prévue pile entre le 22 et le 24 décembre. Parfaitement calé. Les paquets étaient superbes, papier cadeau festif, ruban, étiquette où il était simplement écrit « La vérité, joyeux Noël ». À l'intérieur, une note personnalisée précisait que le contenu dévoilait la liaison de Lisa pendant 1 an, avec date, lieu et messages explicites. Pour le service RH de sa boîte, j'avais ajouté une partie spéciale sur la violation du règlement interne. Le soir de Noël, Lisa est rentrée à l'heure habituelle. Impossible de savoir si elle avait vu l'autre. J'avais arrêté de la géolocaliser sur l'appli depuis le 18, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Comme à son habitude, elle a pris une douche, a passé un moment avec moi, on a été intimes sur le canapé du salon. Oui, je sais, ce n'est pas très glorieux, puis elle laisse monter se coucher. Toute la soirée avait un côté irréel, comme si j'étais spectateur d'un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Lisa rayonnait, semblait vraiment heureuse, totalement inconsciente qu'en moins de 48 heures, son monde allait s'écrouler. Elle discutait des préparatifs pour le repas de Noël, de l'appel à passer à ses parents le matin, des cadeaux prévus pour les filles. Au fait, elles sont où ? M'a-t-elle demandé en rangeant la cuisine après le dîner. Je croyais qu'elle serait déjà rentrée. Elles dorment ce soir chez la famille du copain d'Ali. Ai-je menti sans la moindre hésitation. Elles reviendront demain dans l'après-midi. Elle n'a même pas cherché à en savoir plus. C'est gentil de leur part. Ils sont vraiment adorables avec elle. On a regardé un film de Noël. Elle avait la tête posée sur mon épaule. Je n'ai rien ressenti. Pas de chaleur, pas d'affection. Juste un détachement froid, comme si j'attendais simplement que la nuit passe. C'était la dernière étape. En pleine nuit, j'ai emballé le 3e classeur avec les papiers du divorce glissés à l'intérieur. Puis je l'ai posé de mon côté du lit avec un mot « Joyeux Noël ». À côté, j'ai laissé mon ancien téléphone et la carte de visite de mon avocat. J'ai récupéré mes dernières affaires, juste de quoi remplir 2 sacs à dos, et j'ai quitté pour de bon la maison qu'on avait partagée pendant 20 ans. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. 20 ans de souvenirs, des matins de Noël avec les filles surexcitées, des dîners entre amis, des soirées tranquilles à bouquiner ensemble. Tout ça, aujourd'hui, sali par sa trahison. Je n'étais même plus triste, juste vidé. Cette maison n'était plus la mienne. Ça faisait longtemps qu'elle ne l'était plus. En refermant la porte derrière moi, j'ai envoyé un dernier message à mes filles. C'est fait. Je vous aime plus que tout. Appelez-moi quand vous pourrez. Ça fait 1 semaine maintenant. Pour Lisa, j'ai disparu de la circulation. Je me suis volatilisé, injoignable. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais ailleurs, pas encore. Histoire de suivre un peu la suite, qui a d'ailleurs été assez spectaculaire. Tous les colis sont arrivés à destination, et Lisa se fait laminer de tous les côtés. Sa petite sœur l'a descendu publiquement, ses parents l'ont renié, et ma mère, elle, l'a littéralement écrasée. Je savais que ma mère pouvait être dure, mais jamais je ne l'avais vue utiliser des mots aussi violents à l'encontre de quelqu'un. Le matin de Noël, les messages et appels se sont mis à pleuvoir. D'abord de Lisa, en panique totale. « Où es-tu ?
C'est quoi ce classeur? Ces papiers? S'il te plaît, rappelle-moi, il faut qu'on discute. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas partir comme ça. Réponds-moi. Ensuite, sa famille a pris le relais. Sa sœur a posté sur Facebook. À ma sœur qui a trahi son mari et ses enfants pour une histoire avec un gamin, tu as déshonoré toute notre famille. Ne compte pas sur notre compassion. Sa mère m'a laissé un message vocal sur mon nouveau portable. Je ne sais même pas comment elle a eu le numéro. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Ce que Lisa a fait est impardonnable. Sache qu'on t'aime, toi et les filles, et qu'on sera là si tu as besoin de quoi que ce soit. De son côté, ma mère a explosé de colère, insulté Lisa de tous les noms et l'a bloquée partout après un dernier message. Tu avais un homme bien qui t'adorait. Tu as gâché 20 ans pour un gamin qui ne sait sûrement même pas ce qu'est l'engagement. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Lisa fait tout pour me retrouver. Elle multiplie les publications sur Facebook. Elle sait très bien que je les vois, sans doute. Mais je ne dirai pas un mot sans mon avocat. Ce sera la prochaine fois qu'on se croisera. Elle n'a plus aucune possibilité de retourner la situation contre moi. Je l'ai démasquée devant tous ceux qui comptent pour elle. D'après un ami commun au boulot, elle et l'autre type vont se faire licencier demain. Alors elle risque bien d'attaquer 2021 au chômage. Ces publications Facebook deviennent de plus en plus désespérées. S'il vous plaît, si quelqu'un a des nouvelles de mon mari, dites-lui de m'appeler. Tout ça est un malentendu. Reviens à la maison, il faut qu'on parle. Oui, j'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas juste pour les enfants. Je suis désolé, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Personne ne prend sa défense, ni ses amis, ni sa famille. Même les simples connaissances ne veulent plus entendre parler d'elle. Les preuves étaient trop flagrantes. Elle ne pouvait ni nier, ni minimiser. Quant aux 2 derniers classeurs, l'un est allé directement chez mon avocat comme pièce pour la procédure de divorce. L'autre est en garde-meuble, prêt à finir dans le brasero de Jack une fois le divorce prononcé. Est-ce que je me sens coupable? Pas une seconde. Pendant 20 ans, j'ai tout donné pour cette femme. Je lui ai offert la maison, la famille, la vie dont elle rêvait. Je l'ai aimée sans condition. Je n'ai jamais failli, jamais trompé, jamais même envisagé de rompre mes vœux. Quand il y avait un souci, on en parlait. On essayait de trouver des solutions ensemble. De son côté, elle a préféré aller voir ailleurs plutôt que de reconnaître qu'elle était malheureuse. Elle a choisi de partir avec un plus jeune, histoire de retrouver des papillons dans le ventre. Alors non, je n'ai pas le moindre remords, ni pour ce que j'ai fait, ni pour elle. Elle peut aller au diable, ça m'est complètement égal. Je vais sans doute perdre la maison, une voiture ou devoir verser une pension. Mais comme le divorce est prononcé pour adultère dans un état où la faute compte, tout ça pourrait bien tomber à l'eau vu la montagne de preuves que j'ai. Pour moi, elle n'existe plus et il n'est pas question de me retourner. Je pensais que j'allais être vidé après avoir mené mon plan jusqu'au bout, mais à ma grande surprise, c'est un poids qui s'est envolé. Toute la colère accumulée pendant des mois s'est dissipée, remplacée par le sentiment paisible d'avoir fait ce qu'il fallait. Je me suis protégé, j'ai rétabli la vérité, et j'ai refusé d'être la victime de ces mensonges. Mes filles souffrent, surtout Emma, mais on traverse ça ensemble. Ali est d'un soutien sans faille. Elle aide sa sœur à tenir le coup. On regarde pour une thérapie familiale, histoire de les aider à encaisser le choc. De mon côté, je prends les choses au jour le jour. Mon nouvel appart commence à ressembler à une vraie maison. J'ai repris contact avec de vieux amis, je me suis remis au sport, j'envisage même de ressortir un peu, même si c'est encore tôt. Rachel, elle, est un vrai pilier. Elle prend de mes nouvelles tous les jours et me rappelle que la vie ne s'arrête pas à une trahison. Elle m'a suggéré de rejoindre son groupe de randonnée quand je me sentirais prêt, histoire de m'encourager discrètement à renouer avec une vie sociale. Pour l'instant, ma priorité, c'est ma propre reconstruction et mes filles. Le reste, la maison, le divorce, les histoires d'argent, tout ça viendra en son temps. Ce dont je suis sûr, c'est une chose. Je refuse de me laisser abattre par quelqu'un qui n'a pas su honorer nos engagements. Je n'ai pas accepté la trahison sans rien dire, et en me défendant, j'ai découvert une force insoupçonnée. L'avenir reste flou, mais pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui décide de la direction à prendre.